Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par une influenceuse, professeure en maternelle et youtubeuse. Voilà les deux activités qu'exerce une enseignante, plus connue sous le nom de la maîtresse Parents Live. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Alexandra De Villers est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Les licences universitaires. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Vous savez, on les reçoit très régulièrement ici sur le plateau de l'école du futur. Comment se portent les entreprises qui accompagnent nos élèves, nos enfants, nos étudiants? Certains remettent en cause leur performance, leur communication aussi, parfois autour de leur utilisation de technologies comme l'intelligence artificielle. Et d'autres, au contraire, militent pour la généralisation des solutions qui ont un impact indéniable sur nos enfants. Vous allez voir que malgré les débats, le marché EdTech semble bien porteur et qu'il se porte bien. Alors est-ce enfin une bonne nouvelle pour l'école? On en parle avec notre invitée Oriane Ledroit. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes la directrice générale d'EdTech France. On en parle dans un instant, juste après le focus. En 2020, comme beaucoup de professeurs, Marie-Solène Le Toqueux, enseignante en maternelle, avait lancé sa chaîne YouTube baptisée La maîtresse Parents Live. Après une pause, elle a décidé de relancer son projet pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Une chaîne qui séduit les parents, mais les enfants aussi, vous allez le voir. Xavier Terran nous en dit plus. Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue dans l'émission de La maîtresse Parents Live. Pendant le confinement, j'ai créé La maîtresse Parents Live pour que les enfants de maternelle se sentent comme à l'école. Après avoir cartonné lors de son lancement en 2020, La maîtresse Parents Live fait son comeback sur YouTube pour le plus grand plaisir de ses 92 500 abonnés. Mais pendant les 3 dernières années, Marie-Solène Le Toqueux n'a pas chômé. Durant ces 3 ans de pause, j'ai eu pas mal de trucs à faire. J'ai repris une classe de grande section, j'ai eu un deuxième enfant et ma grande est rentrée à l'école. Mais j'ai continué à recevoir énormément de messages de parents qui voulaient voir La maîtresse Parents Live revenir et cela m'a encouragée à reprendre. Néanmoins, on ne peut pas refaire l'émission comme avant. Je ne peux plus tourner dans mon salon, donc je tourne dans un nouveau décor, avec une nouvelle équipe et aussi un peu plus de moyens. Marie-Solène Le Toqueux est plus connectée que jamais. Vous pouvez me retrouver sur mon Discord, Insta, TikTok, Twitter si vous voulez les actualités de la chaîne et participer à son évolution. À la création de sa chaîne, Marie-Solène Le Toqueux donnait des cours en live destinés aux élèves de maternelle. Désormais, ses vidéos sont plus courtes et enregistrées. On y retrouve des ateliers. Et oui, je suis de retour et pour ce premier atelier, je te propose de fabriquer un bijou codé. Des histoires. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un livre. Des chansons. On ne s'en est pas du tout pendant l'émission. La maîtresse Parents Live. Mais aussi des questionnements qui intéressent davantage les parents. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, le numérique. Pour certains d'entre vous, il s'agirait d'un effet de mode potentiellement néfaste pour les enfants. Et pour d'autres, les nouvelles technologies seraient un remède miracle pour faire tout apprendre aux élèves. Mais qu'en est-il en maternelle? Mais La maîtresse Parents Live, c'est avant tout des vidéos destinées à enseigner, de façon ludique, les fondamentaux aux plus petits. W, X, Y, Z. Maintenant je les connais. Toutes les lettres de l'alphabet. En chute libre dans les classements internationaux, en proie à une véritable crise d'autorité, parfois critiquée pour ses difficultés à accueillir la diversité, l'école française est ces derniers temps bien bousculée. Pour faire face à cette situation, il semble alors évidemment naturel d'y associer les solutions apportées par les entreprises du secteur EdTech. Mais comment se porte le marché ici en 2024 aujourd'hui? On se pose la question avec notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Oriane Ledroit, directrice générale d'EdTech France. Première question assez simple pour commencer, mais pourtant Dieu sait qu'il y en a des choses à dire, Oriane, sur la filière. Comment elle se porte justement, cette filière, ce marché, aujourd'hui en 2024? Donc c'est une filière qui va bien au sens où il y a une vitalité entrepreneuriale. On a de plus en plus d'entreprises. 540 aujourd'hui, l'étude dont vous parlez, c'est une étude qui va être publiée, qui a été réalisée par la Banque des Territoires en collaboration avec EY Parthenon et dont nous sommes partenaires. Donc 540 entreprises, 1,6 milliard de chiffre d'affaires consolidé. C'est beaucoup, c'est plus qu'il y a 2 ans. Et comparé à d'autres filières de la tech, on est loin d'être ridicule. On
est à peu près au même niveau que la FinTech, par exemple. C'est 15 000 emplois, 5 000 de plus qu'il y a 2 ans. C'est aussi beaucoup. Ça dit qu'il y a une dynamique importante au niveau des entreprises. Et surtout, c'est une filière qui devient mature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate des modèles d'affaires qui sont consolidés, une capacité à investir, une capacité à produire de la technologie. On a aussi des chiffres qui sont très intéressants sur justement le fait que ces entreprises s'appuient sur des technologies qu'elles déploient en interne, sur le fait qu'elles soient très en lien avec les laboratoires de recherche. Ça, c'est important aussi. C'est de plus en plus le cas. C'est de plus en plus le cas. Alors, c'est une nouvelle donnée, donc c'est difficile de comparer par rapport aux précédentes études, mais ce qu'on sait, ce qu'on voit dans cette étude, c'est qu'on a 87% des entreprises de la filière qui donc produisent de la technologie. Elles ne font pas que de l'innovation pédagogique, elles sont aussi des acteurs de la tech française. C'est important. Et très en lien avec les laboratoires de recherche, je le disais, puisque la moitié d'entre elles travaillent déjà avec... et on connaît l'excellence de la recherche française. Et puis peut-être un chiffre aussi qui est intéressant, 60% d'entre elles sont en croissance. C'est-à-dire qu'elles ont une dynamique, avec certaines qui nous disent vouloir recruter. On sait qu'il y a eu un petit ralentissement des entreprises, notamment des grosses entreprises qui ont dû licencier. Il y a eu un ralentissement des marchés financiers, mais il y a toujours cette dynamique. Et nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on le constate tous les jours, puisqu'on a tous les jours des nouveaux adhérents, des nouvelles entreprises, de nouveaux entrepreneurs, nouvelles entrepreneuses. C'est une filière très féminine. Comment qui viennent ça, justement? C'est intéressant parce que ça fait partie, quand j'ai regardé votre rapport, de l'un des grands enseignements aussi, au-delà de la réussite. C'est une filière très féminine. Est-ce que c'est le fait que justement les femmes sont plus intéressées que les hommes par l'éducation, qu'en tout cas ça les touche un peu plus? Alors, c'est vrai que nous, on a beaucoup d'entrepreneuses, d'entrepreneurs aussi, qui sont issus de parcours dans le monde de l'enseignement. Donc, voilà, sans doute que il y a un lien avec ça. L'intérêt, après, ça reste... ce qui est intéressant à dire, c'est que pour une filière de la tech, on est très loin devant la majorité de la French Tech, puisque c'est 14% de femmes qui sont à la tête d'entreprises de la tech en France. Nous, on est à 45%. Donc ça dit aussi une forme de vitalité, d'intérêt et de recherche de l'impact. On a beaucoup évidemment de boîtes qui sont orientées sur l'utilité sociale, l'utilité pédagogique, l'utilité éducative. On sait que de toute façon l'éducation, c'est un des grands défis de notre société, si ce n'est peut-être le premier, puisque c'est celui dont la réussite conditionne la réussite des autres défis, la compétitivité, la transition écologique, etc. Si on n'a pas les bonnes compétences, si on n'a pas les bonnes personnes formées, on n'y arrivera pas. Donc voilà, nous, on est assez fiers de cette étude qui donne à voir cette dynamique. Évidemment, elle pointe aussi des défis, elle pointe aussi des enjeux. Mais justement, on va en parler. En tout cas, ravi de savoir que la filière EdTech se porte bien. C'est important puisqu'ils viennent régulièrement ici sur le plateau de l'École du Futur nous parler aussi de leurs craintes. Et certains d'entre eux disent que le succès phénoménal en ce moment de la filière EdTech dont vous nous avez parlé ne sont dus qu'au succès des entreprises qui travaillent plutôt dans le domaine de la formation supérieure, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et que ce qu'on appelle le K-12, plus l'enseignement primaire et secondaire, il est complètement mis de côté, ou en tout cas beaucoup plus par les investisseurs notamment que l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le ressentez aussi en interne? Alors on peut nuancer. Il est vrai que cette filière, historiquement, et c'est toujours le cas, est portée, tirée par des champions qui sont plutôt des acteurs de la formation professionnelle, qui bénéficient de modèles d'affaires et de marchés qui ont des conditions plus satisfaisantes que l'enseignement scolaire. Donc c'est toujours le cas. Le top 20 de la filière, ce sont toujours majoritairement des entreprises de la formation professionnelle. En revanche, ce qu'on note dans cette étude, c'est qu'il y a un recul de la part des entreprises de la formation professionnelle et une très grande croissance de la part d'entreprises qui adressent le segment scolaire. Aujourd'hui, elles représentent plus de 22% des entreprises de la filière EdTech, ce qui n'était pas le cas avant. C'était moins nombreux. Alors évidemment, ce sont des entreprises sur le secteur scolaire qui sont plus petites encore, mais il y a une dynamique. Parce qu'il y a eu, pendant le Covid et post-Covid,
un investissement public qui a été présent sur cet enjeu de à la fois la digitalisation de la vie scolaire, la mobilisation aussi de fonds pour déployer des ressources numériques pédagogiques. Bien sûr. Donc il y a une vitalité. Nous, on le voit, les jeunes pousses qui arrivent dans notre association sont plutôt des entreprises qui consacrent, et notamment qui vont aller chercher l'IA, notamment générative, sur l'enseignement scolaire. Alors justement, on a l'impression qu'il y a aussi dans les défis dont vous parliez tout à l'heure, Oriane, qu'il y a une telle diversité de positionnement thématique dans les entreprises EdTech que la filière, elle devient presque poreuse par rapport à la French Tech, à toutes les autres branches de la French Tech. On parle notamment de santé, qui est très liée à l'éducation, les RH, la formation professionnelle aussi. Ça peut vite brouiller les messages et donc une start-up qui aujourd'hui se définit EdTech, en fait, elle est aussi RH Tech et puis santé, MedTech, etc. Est-ce que vous remarquez cette porosité aussi? Est-ce que c'est un problème? Oui, on la remarque et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est dans l'intérêt des entrepreneurs et des entrepreneuses que d'aller chercher aussi des leviers à la fois de financement, de reconnaissance, de visibilité qui sont connexes à l'éducation. C'est vraiment le cas sur la santé puisqu'en fait, on a un certain nombre d'entreprises et de solutions qui sont construites pour adresser des élèves ou des apprenants avec des situations spécifiques, des besoins particuliers, par exemple les troubles autistiques, les troubles dyslexiques, etc. Et donc, en fait, elles sont capables d'aller chercher, et c'est très bien, des financements ou de s'appuyer sur des dispositifs qui existent à destination de ces enfants et de ces apprenants. Donc nous, on s'en réjouit, tout à fait, c'est une richesse, c'est un levier d'affaires et c'est très bien. Et par ailleurs, nous, en tant qu'association, ce qu'on fait, c'est qu'on tisse des liens avec les autres associations de filière et avec, évidemment, France Digital, qui est la grande association de la filière tech, puisque c'est dans l'intérêt de nos entreprises et de nos entrepreneurs et entrepreneuses de se connecter au mieux avec les autres écosystèmes, soit pour s'inspirer, soit pour networker, soit même pour tisser des liens d'affaires, de business qui sont fructueux ou vertueux pour eux. Pour se développer, effectivement. Alors, au-delà du positionnement thématique, il y a aussi le positionnement technologique, EdTech, éducation, technologie. Est-ce que la filière EdTech, elle est aujourd'hui aussi éducation que technologie? Est-ce qu'elle est assez innovante en matière de technologie pour s'inscrire durablement dans l'écosystème de la French Tech? C'est clairement ce que montre cette étude. Ce que je vous disais, c'est que ce sont des nouvelles questions qu'on a posées. Elles n'étaient pas là dans la précédente étude en 2021, de savoir dans quelle mesure ce sont des acteurs des technologies. Pour la petite histoire, c'est personnellement moi qui ai fait rajouter ces questions. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sentais, venant d'un milieu extérieur à la EdTech, même si j'ai travaillé chez Open Classrooms, qui est un des leaders de la EdTech, j'ai plutôt un parcours extérieur à la EdTech, et je sentais qu'on n'était pas suffisamment reconnus comme des acteurs de la tech, alors que les entrepreneurs et les entrepreneuses que j'ai rencontrés, que je rencontre, et dont j'ai la chance et le privilège de défendre leurs intérêts, sont vraiment des acteurs de la tech, sont vraiment parient vraiment sur la capacité de la technologie à déployer des nouvelles solutions, soit parce qu'ils vont différencier l'apprentissage et le personnaliser, soit parce qu'ils vont créer plus d'interactivité, soit parce qu'ils vont massifier et rendre accessible de la formation professionnelle, soit parce qu'ils vont répondre à des besoins particuliers, on le disait. Et donc, ils s'appuient sur l'innovation technologique qui est disponible, la donnée, le traitement massif de la donnée, l'IA générative, l'IA prédictive aussi, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, tout ce qu'on voit dans le métavers. Et donc, ce sont vraiment des acteurs de la tech. On le disait, très en lien avec les laboratoires de recherche. Et ça, c'est important. C'est important surtout dans le cadre des débats qu'on subit trop souvent sur la question de l'utilité et des risques. S'appuyer sur la recherche, c'est aussi s'appuyer sur des constats scientifiques qui vont montrer, prouver l'utilité et le contexte utile, d'appropriation utile de ces technologies. Et puis, une autre donnée qui est produite aussi dans l'étude, c'est de montrer qu'elles sont, non seulement qu'elles investissent pour reconnaître des brevets, pour aller chercher des brevets et donc défendre la propriété intellectuelle de leur technologie, mais aussi elles réinvestissent un certain nombre de leur chiffre d'affaires en partie dans de la recherche et développement. Donc, elles continuent elles ne se reposent pas sur leur laurier, elles continuent à innover. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui les dynamiques d'innovation, notamment autour de l'IA générative,
on peut se dire que la France a une chance d'avoir cette filière qui innove, qui continue à créer, qui continue à s'agripper à l'excellence française de la recherche et qui continue à proposer des innovations françaises qui sont souveraines. Bien sûr. Eh bien, écoutez, on continue à en parler. On va parler aussi du défi des business models, notamment pour les plus jeunes entreprises qui viennent de se lancer et qui se lancent notamment sur le marché du primaire, du collège, du secondaire. On continue à en parler avec vous dans un instant, Oriane Ledroit. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Oriane Ledroit, la directrice générale d'EdTech France. Oriane, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers, qui a une idée derrière la tech. Alexandra, avec vous, vous allez nous parler aujourd'hui des licences universitaires. Tout à fait, je vais vous parler des licences universitaires parce que le paysage universitaire français a bien changé et il y a beaucoup de parents qui ne sont pas vraiment au courant de ces changements et du coup certains jeunes peuvent se retrouver sur le carreau sur Parcoursup parce qu'ils n'en ont pas conscience. Alors justement, quelle est la chose qu'il faut absolument savoir, Alexandra, aujourd'hui sur les licences universitaires ? Eh bien, il faut savoir que la fac n'est plus un plan de secours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien avoir son bac et ne pas être pris à l'université, ce qui n'était pas le cas autrefois. Tout à fait. Autrefois, on avait notre bac, de manière complètement automatique, on avait une place à l'université. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Il n'y a pas une place à l'université pour chaque lycéen, et donc il faut en avoir conscience. Quelles sont les licences en tension aujourd'hui, Alexandra ? Alors effectivement, le problème, c'est quand on postule que sur des licences en tension, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de candidats que de places disponibles. Les licences les plus demandées en 2024, c'est-à-dire les licences en tension, sont de manière assez classique les licences de médecine, comme la licence PASS, la licence LAS, la licence TAPS, c'est-à-dire sportive, la psycho et le droit. Ça veut dire que pour pouvoir rentrer dans ces universités, il faut avoir aujourd'hui un très bon dossier scolaire, là où avant, il fallait juste avoir le bac. C'est ça qu'on appelle une licence sélective ?
Alors, vous avez raison de poser la question, Vaste sujet. Philippine. C'est une très bonne question parce qu'il y a complètement confusion sur les termes. Je vais essayer d'être claire. Les licences classiques sont appelées non sélectives, contrairement aux licences appelées sélectives. Mais en vrai, elles sont sélectives. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les licences classiques, dites donc non sélectives, le sont parce que, a priori, elles recrutent tous les candidats tant qu'elles ont des places disponibles et vont recruter que sur dossier. Mais en vrai, elles sont sélectives, en tout cas un certain nombre d'entre elles, puisqu'il y a trop de candidats par rapport aux places disponibles. Et certaines affichent des taux d'accès très bas. Je prends comme exemple la licence de droit de la Sorbonne, qui ne prend que 15% des candidats. Pourtant, elle fait partie des licences non sélectives. Ouais, donc c'est assez paradoxal. Voilà, important, c'est paradoxal. effectivement, ouais. À l'inverse, il y a des licences qui sont appelées des licences sélectives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ces licences ont un accord du ministère de l'Enseignement supérieur parce qu'elles vont avoir des parcours qui présentent des exigences tout à fait spécifiques et elles vont pouvoir recruter différemment. C'est-à-dire qu'elles vont bien sûr mener une étude approfondie du dossier scolaire du jeune. Elles vont pouvoir aussi exiger la rédaction d'écrits un petit peu particuliers sur Parcoursup et vont avoir le droit de les recevoir en entretien de motivation. C'est le cas des doubles licences. C'est aussi le cas des licences qui ont noué un partenariat avec d'autres établissements. C'est très important de voir que c'est écrit sur Parcoursup, sur la fiche de la formation. Il y a un onglet qui s'appelle licence sélective et qui est proposé dans le filtre de la carte interactive sur Parcoursup. On peut cocher licence sélective et on voit celles qui seront donc sélectives, c'est-à-dire qui demanderont d'autre chose qu'une simple lettre de motivation. Alors Alexandra, est-ce que tous les candidats peuvent postuler à toutes les formations, toutes les licences en France, quelle que soit leur académie d'origine? Alors, oui et non, Philippine. Je commence par le non. Effectivement, les formations non sélectives sont soumises à une sectorisation géographique qui, en général, représente l'académie. Alors, sauf pour l'Île-de-France, puisque, on le sait, en Île-de-France, il y a 3 académies. Donc, le lycéen en Île-de-France peut postuler aux 3. Il est sectorisé dans les 3. Ça veut dire que si on souhaite postuler en tout cas à une formation universitaire en dehors de notre académie, on n'a aucune chance d'y rentrer? Alors, pas aucune chance, mais on a très peu de chance. Et surtout, ce qui est important, c'est que les chiffres sont accessibles sur Parcoursup. Je vous l'ai déjà dit, Parcoursup, c'est une mine d'informations. Donc, on peut se rendre sur Parcoursup et regarder les chiffres. Par exemple, si je suis parisien et que je souhaite partir faire mes études au soleil, par exemple à Aix-en-Provence, j'en connais plein qui ont envie de ça, en licence d'histoire par exemple, il faut se rendre sur Parcoursup. Il faut aller voir la fiche formation et dans l'onglet très précis qui s'appelle chiffres clés de la formation, on voit le pourcentage de lycéens d'admis hors académie. Là, en l'occurrence, dans l'exemple, c'est 5% seulement. Donc, il faut bien réfléchir avant de faire ce choix. Ça, c'est sûr. Et c'est pareil pour les licences sélectives ou pas du tout? Alors non, et c'est ça l'avantage des licences dites sélectives. C'est comme elles recrutent sur dossier, mais aussi sur entretien de motivation. Et bien là, il n'y a pas de sectorisation. On peut postuler à toutes les licences sélectives, peu importe l'académie d'origine. Ok, je vous laisse le mot de la fin, Alexandra, votre conclusion. Oui, le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, la fac, c'est plus un choix par défaut, si vous voulez. C'est plus un vœu sécuritaire. Alors ça peut l'être, mais de manière générale, ça ne l'est pas. Quand on va à l'université, c'est qu'on l'a pensé, c'est qu'on l'a choisi et que ça fait partie de notre parcours d'orientation. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude, Oriane? Sciences Po. Sciences Po. Ouais, justement, vous nous en parlez régulièrement aussi oui. de Sciences Po, c'est important. J'aime bien. Bah oui, évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandra, pour cette chronique. On va continuer à parler d'éducation et de numérique. Vous allez voir dans un instant, dans la deuxième partie du talk. On continue d'en parler avec notre invitée en plateau aujourd'hui avec nous, Oriane Ledroit, la directrice générale d'EdTech France. Oriane, l'EdTech, c'est un secteur assez paradoxal. On constate tous les jours ici dans l'école du futur où des entreprises se créent mois après mois, semaine après semaine, vous nous l'avez encore dit, c'est un secteur plein de vie. Elles se créent avec envie, avec détermination, avec passion et avec force aussi, avec un souhait féroce de faire bouger, souvent aussi, parfois, les lignes de l'école. On les reçoit tous les jours, mais l'éducation en France, c'est aussi un marché complexe, un marché dans lequel il n'y a pas ou peu de business model, une monétisation difficile, voire impossible, notamment dans le domaine du primaire, du collège et du secondaire. Qu'est-ce que vous dites à toutes celles et à ceux qui viennent régulièrement sur le plateau et qui nous disent que le secteur EdTech est l'un des secteurs les plus difficiles dans lequel entreprendre? Je dis qu'ils ont raison. Je dis qu'ils ont raison. Il n'y a pas de langue de bois sur le plateau. Non, clairement, c'est pas mon habitude. Ils ont clairement raison. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. En tout cas, nous, chez Tech France, on travaille justement
parce qu'on représente, on fédère toutes les entreprises à porter la voix de celles-ci auprès des ministères qui, eux, ont des clés très puissantes justement pour faire émerger des modèles d'affaires et pour faire émerger surtout des conditions de marché qui seraient plus satisfaisantes. Aujourd'hui, il est vrai que c'est plus simple pour une entreprise d'adresser le marché de la formation professionnelle ou ce qu'on appelle le corporate learning, c'est-à-dire la formation des salariés dans les entreprises, que les marchés de l'enseignement supérieur et de l'enseignement scolaire. Juste un petit point, on a beaucoup de EdTech qui sont sur les questions d'orientation parce qu'elles sont capables d'adresser des besoins aujourd'hui pour à la fois soutenir les enseignants à qui on a confié cette nouvelle mission d'aider les élèves alors qu'ils n'ont absolument aucune ressource, voire aucune formation pour faire ce travail-là, et aussi directement les parents et les élèves pour éveiller, ouvrir ces élèves pour qui c'est difficile. Enfin, moi, je me souviens, je suis allée dans un centre d'information, d'orientation pour essayer de comprendre qu'est-ce que je pouvais faire, etc. Et pourtant, mes parents étaient enseignants, donc je n'étais pas livrée à moi-même. Donc, pour essayer de soutenir cette réflexion sur quels sont les métiers disponibles, quelles sont les voies de formation à ces métiers, et ce qui est en plus aujourd'hui compliqué parce qu'en fait il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas, voire qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui vont émerger demain. Donc c'est vrai que l'orientation c'est clé, et donc on a beaucoup de EdTech qui se positionnent là-dessus mais qui souffrent de ce problème de manque de marché, avec une difficulté majeure, c'est qu'il est par exemple très compliqué de travailler avec l'opérateur ONICEP, qui est un opérateur aujourd'hui en charge de ces questions-là et qui a beaucoup de mal à considérer que les EdTech peuvent être des appuis à la bonne réussite de sa mission de service public et la mission de l'orientation. Alors, un autre sujet qui agite aussi le secteur de l'éducation, Oriane, c'est celui du numérique, justement, la technologie. On a reçu il y a quelques semaines Bruno Devauchel, que vous connaissez peut-être, qui est spécialiste du numérique éducatif, et qui nous disait récemment dans l'émission que les startups EdTech utilisent le terme IA, intelligence artificielle, dès lors, je le cite, qu'elles recherchent des financements, souhaitent attirer l'intérêt des médias, susciter la curiosité, voire de l'engouement de la part des enseignants ou du ministère. L'intelligence artificielle dans l'éducation aujourd'hui, est-ce que c'est une vraie révolution? Est-ce que c'est plutôt, du moins pour l'instant, une affaire de communication? Je ne pense pas que ce soit une affaire de communication. Je pense que d'abord, ça transforme profondément les entreprises de la tech. Et donc, en fait, les entreprises de la tech s'en saisissent parce qu'elles ont compris, ou en tout cas pressenti, parce qu'en fait les cas d'usage aujourd'hui ont besoin encore de se développer, mais qu'elles ont pressenti que ça allait changer leur capacité à produire, que ça allait optimiser ou en tout cas améliorer leur capacité notamment à différencier, à personnaliser les contenus et les parcours qu'elles vont proposer aux élèves ou aux apprenants. Et donc se saisissent de cette technologie. Je le disais tout à l'heure, ce sont des acteurs de la technologie. Donc en fait, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais dont l'accélération et la diffusion est récente, elles ont raison de s'en saisir. Et voilà. Et on sait qu'en plus, il est vrai, et on le voit notamment sur l'enseignement scolaire, les entreprises aujourd'hui qui utilisent notamment l'IA générative sont celles qui sont aujourd'hui le plus capables de répondre à des besoins des enseignants, que ce soit dans ce qu'on appelle un peu le geste enseignant, c'est-à-dire la pratique pédagogique, la scénarisation pédagogique d'une classe, d'un cours, oui, mais aussi que ce soit dans la personnalisation des contenus qui sont proposés aux élèves, que ce soit pour apprendre la lecture, pour apprendre l'écriture, pour apprendre l'orthographe, pour apprendre les sciences, pour apprendre les maths, etc. Donc, c'est pas de la com, c'est juste qu'en fait, ce sont des acteurs technologiques qui se saisissent de ça, qui ont compris l'intérêt et la puissance et qui vont aller chercher à justement transformer cette puissance en réalité concrète, en gain effectif pour les enseignants et pour les élèves. Après, il y a des effets un peu d'opportunité, mais ça, on ne les maîtrise pas, et ce serait bête de notre part de ne pas aller les mobiliser, les chercher, qui sont par exemple, en effet, que le ministère aujourd'hui de l'Éducation nationale, en tout cas, a ouvert une nouvelle poche de financement dédiée à l'IA, et donc toutes les entreprises aujourd'hui de la EdTech sont en train d'élaborer des projets, des produits autour de l'IA, parce qu'elles ont identifié cette
opportunité. Mais en fait, c'est normal que ça fonctionne comme ça et c'est, je pense, au bénéfice des enseignants et des élèves, donc on peut s'en réjouir. C'est louable, effectivement. Voilà. En un mot, parce que vraiment on n'a plus de temps, Gabrielle Attal nommée à Matignon, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le secteur EdTech? En tout cas, nous, on avait eu quand on l'avait vu, il avait été à notre écoute. Il avait été, je pense, aussi enthousiaste par rapport à ce qu'on lui avait démontré de réalité et de gains concrets que les solutions EdTech proposent au quotidien, encore une fois, pour les enfants, dans les classes, mais pas que, parce qu'il y a aussi la révision scolaire par les applications, etc., et pour les enseignants. Donc, on pense qu'en effet, c'est un Premier ministre qui est enthousiaste et à l'écoute de la filière, et on saura lui rappeler si nécessaire. Vous êtes là. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'espoir, mesdames et messieurs. Nombreux sont celles et ceux qui croient en l'école et qui agissent pour elle, qui cassent les codes et qui font bouger les lignes de l'éducation en France, dans un secteur, vous l'aurez compris, qui se porte plutôt bien. Et ça, c'est une excellente nouvelle et qui se développe grâce à des acteurs engagés comme vous, Oriane Ledroit, et votre association EdTech France. Merci encore beaucoup de porter ces enjeux, notamment auprès du gouvernement. Merci à vous d'être venu aussi sur le plateau, de nous présenter les résultats de cette étude. Merci à vous, Alexandra, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, nous, comme tous les jours, on se retrouve dès 12h30 sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée.